Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose qu'on reprenne après cette courte pause. Donc, je vais commencer par un grand merci à Maria Melchior de m'avoir proposé de participer à cette séance et donc d'ébaucher un peu un dialogue entre disciplines, puisque je vais essayer de vous parler de choses proches, là encore des catégories en santé mentale, de la question des classifications. Mais d'une part en me centrant sur la question de l'enfance et de l'adolescence, et d'autre part en adoptant le regard des sciences sociales, sociologie principalement, anthropologie aussi de façon plus mineure, et de voir un peu comment ça peut dialoguer avec ce que vous avez entendu auparavant sur l'épidémiologie. Donc du côté des sciences sociales, les questions de santé mentale sont peut-être un peu moins au cœur de la discipline que pour l'épidémiologie. C'est un sujet qui, pendant assez longtemps, a été relativement peu abordé par les chercheurs en sciences sociales, mais qui devient de plus en plus un objet d'intérêt. Alors, ce n'était pas totalement absent, hein. Il y a des travaux assez anciens, notamment en sociologie de la psychiatrie, et puis dans les années 60-70, autour de tout le mouvement de l'antipsychiatrie, les sciences sociales aussi ont participé. Il y a eu des recherches assez marquantes aussi en sciences sociales, mais c'est quand même plus récemment, depuis les années 90-2000, que le nombre de travaux en sciences sociales sur ces questions de santé mentale a vraiment augmenté. Pourquoi est-ce que la santé mentale intéresse et de plus en plus les chercheurs en sciences sociales? Pour le dire très rapidement, parce que à travers les transformations dans ce domaine, on peut lire des transformations sociales plus importantes. Et c'est un peu le réflexe premier des chercheurs en sciences sociales d'essayer de décrypter les processus sociaux en s'intéressant à des domaines particuliers, mais pour voir un peu ce qui dépasse aussi ces domaines. Donc, les chercheurs en sciences sociales vont avoir des choses à dire sur la santé mentale de manière précise, mais ce qui va souvent les intéresser, c'est de voir qu'à travers ce qu'on peut dire sur la santé mentale, on voit des évolutions, par exemple, dans les rapports de genre ou dans tel domaine professionnel, voilà, qui va pouvoir faire réfléchir à des choses aussi plus générales. Pour ce qui est de l'enfance en particulier, donc enfance et santé mentale, pour prolonger ce que j'ai dit juste avant, c'est une intersection qui a été encore moins étudiée, mais qui là aussi suscite de plus en plus d'intérêt. Les travaux un peu pionniers en sciences sociales sur la psychiatrie ou la santé mentale ne concernaient pas spécifiquement l'enfance. Donc là encore, c'est assez récent qu'il y a un nombre de travaux importants qui se soient développés sur spécifiquement la question de l'enfance et de l'adolescence en lien avec la santé mentale. Et ce que ça pose comme question, on va le voir à travers quelques exemples, c'est notamment la spécificité de cette variable âge, qui, là encore, est une variable importante en sciences sociales, mais qui a souvent été moins mise en avant que d'autres variables, par exemple les variables de milieu social, de classe sociale, qui ont été d'emblée très, très utilisées en sciences sociales. La variable de l'âge a toujours été présente, mais de manière moins appuyée. Et donc, on va pouvoir un peu se poser cette question, est-ce que raisonner en termes d'âge, ça a de l'importance, ça permet de montrer des variations sociales importantes, et comment est-ce que ça se combine éventuellement à d'autres variables classiques de l'analyse, comme la classe sociale, le genre, etc. Alors, pour vous présenter rapidement ce que je vais mobiliser par la suite, je vais essayer d'utiliser quelques exemples précis pour vous donner un peu du contenu, de la matière pour réfléchir à partir de 4 enquêtes
mais ça sera à chaque fois assez rapide. Donc tout d'abord, le travail que j'ai pu mener en thèse autour des organisations familiales, autour d'enfants avec un retard mental. Donc j'ai travaillé avec principalement la méthode des monographies de famille, c'est-à-dire rencontrer, recueillir le point de vue des plus possible de membres de l'entourage de l'enfant ou l'adolescent qui était concerné par, en l'occurrence, le retard mental, la déficience intellectuelle. Et ça a été combiné avec d'autres méthodes, notamment des méthodes statistiques. Donc ça, c'était une recherche tout à fait individuelle. Et puis ensuite, je vais utiliser des données de 3 enquêtes collectives. Une qui est terminée, qui s'appelait l'enquête SAGE, les sens de l'agitation chez l'enfant, où on a, avec un certain nombre de collègues, travaillé sur les trajectoires d'enfants qu'on a nommés, entre guillemets, agités, parce qu'on a essayé de prendre une catégorie très très large pour voir un peu autour de cette catégorie d'agitation tout ce qu'il pouvait y avoir comme qualifications différentes, par des professionnels qui peuvent poser des diagnostics, mais aussi par les personnes concernées et leur entourage qui peuvent utiliser d'autres manières de décrire les choses. Donc là aussi, on a fait beaucoup d'entretiens avec différentes personnes, on a fait quelques monographies de famille, donc cette même méthode dont je vous parlais auparavant, beaucoup d'observations aussi de formes de prise en charge, d'ateliers avec des enfants, des adolescents qui étaient considérés comme agités, et puis des données statistiques. Enfin, je vais évoquer, m'inspirer de 2 recherches qui sont en cours. Une recherche qui s'appelle Elias et qui porte sur les jeunes aidants, c'est-à-dire pour cette recherche des collégiens qui déclarent qu'au quotidien, ils vivent avec un membre de leur famille, pour la très grande majorité des cas, qui a un problème de santé et qui se retrouve donc en position d'être aidant. Et une dernière recherche, là aussi collective, avec beaucoup de partenaires impliqués, qui s'appelle CAPA et qui étudie l'accès aux politiques de l'autonomie, c'est-à-dire à la fois handicap et dépendance, et comprendre un peu les parcours des personnes qui ont recours ou non, parce que dans certains cas, on pourrait se dire que les personnes pourraient avoir recours à ces politiques et elles ne le font pas, donc on essaye de comprendre un peu les ressorts de l'activation des droits et du recours à ces politiques. Voilà, donc je vais procéder en 3 temps, vous donner quelques résultats généraux sur les liens entre âge et santé mentale, puis venir plus spécifiquement sur la question des qualifications, des termes qu'on emploie pour comprendre, classer et pour faire face aussi aux problèmes dont il est question. Et puis enfin, dans un 3e temps, je vous proposerai une façon un peu de classer ces différentes approches et je vous donnerai un exemple d'application. Alors, quelques considérations sur âge et santé mentale. Si on regarde les travaux très très classiques en sciences sociales sur la santé mentale, par exemple les travaux de Michel Foucault, on se rend compte que la variable de l'âge est très peu mobilisée. Il y a assez peu de distinctions d'âge qui sont faites. Et ce qu'on nous raconte aussi sur les modes de prise en charge, notamment les institutions psychiatriques, ne font pas non plus vraiment de référence à l'âge et on se rend compte en regardant d'un peu près que tout est pensé plutôt pour des adultes, même si de fait des enfants, des adolescents, donc des mineurs sont également pris en charge. Il n'y a pas de mention de traitement spécifique, il n'y a pas d'institution spécifiquement pensée en fonction des âges pendant assez longtemps. Et finalement, c'est plutôt à partir de l'école et du champ éducatif, à partir de la fin du XIXe siècle, qu'on va voir des pratiques, des formes de prise en charge, des réflexions qui vont prendre en compte vraiment cette question de l'âge et d'une éventuelle spécificité de l'enfance. Alors il y a un certain nombre de travaux, je passerai rapidement, mais qui essayent de montrer que c'est notamment suite aux lois Ferry sur l'école qui créent un premier épisode un peu de massification scolaire, que des professionnels vont se poser des questions
sur la spécificité des comportements des enfants, notamment des comportements d'enfants qui auparavant n'allaient pas à l'école et qui, maintenant qu'ils y sont, posent problème ou posent question. Et donc il y a tout un tas de réflexions et de premières classifications, tentatives pour proposer des formes de prise en charge qui, cette fois-ci, vont être spécifiques aux enfants, qui vont se développer un peu dans la foulée des lois Ferry, donc à la toute fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, commence à se structurer un secteur spécifique, donc il va y avoir des choses du côté vraiment scolaire, des institutions pour des enfants dont on pense qu'ils ne peuvent pas suivre à l'école ordinaire, et puis petit à petit, en parallèle, du côté de la psychiatrie, une spécialisation aussi autour des enfants et des adolescents avec la constitution progressive de ce qu'on appelle aujourd'hui la pédopsychiatrie. Donc de ce côté-là aussi, au cours du XXe siècle, des centres spécifiques qui vont être ouverts et en parallèle, des catégories diagnostiques qui, dans un premier temps, en s'inspirant des catégories qu'on a développées pour les adultes, vont être transposées, adaptées pour les enfants. On va parler, je ne sais pas, par exemple, de psychose infantile. Et puis petit à petit, une production, là encore, de qualifications, de diagnostics qui vont être spécifiques à l'enfance et à l'adolescence. Alors en particulier, il va y avoir deux grands registres qui vont énormément se développer avec un grand nombre de qualifications différentes. Du côté des déficiences de l'intelligence, alors là encore, le vocabulaire n'est pas entièrement stabilisé. Il y a beaucoup de manières de parler de ces déficiences de l'intelligence, déficience intellectuelle, retard mental, handicap mental, tous ces termes ont des enjeux spécifiques. Et du côté, dans un deuxième registre, des altérations dites du caractère ou du comportement, ce qu'on appelle parfois les troubles du comportement. Là encore, il peut y avoir beaucoup de qualifications et de diagnostics différents. Voilà, ça va être deux grands registres qui sont tous les deux en partie liés à des questions scolaires qui vont beaucoup se développer. Donc cette spécialisation un peu par âge, le fait que les catégories aussi font des différences en fonction de l'âge, c'est quelque chose de relativement récent, mais qui s'est produit tout au long du XXe siècle. Donc je l'ai déjà dit, pour comprendre un peu cette évolution, il y a évidemment l'importance de la scolarité qui se massifie, alors je l'ai dit une première fois à la fin du XIXe siècle, mais qui va connaître d'autres épisodes de massification au cours du XXe siècle qui, là encore, créent une grande hétérogénéité dans les publics qui sont reçus par l'école, et donc là encore beaucoup de questions qui vont pouvoir être en lien avec le secteur de la santé mentale. Et puis petit à petit aussi l'idée qui s'impose que l'enfance est une période de la vie particulière qu'on va définir comme plus plastique, plus fragile et aussi déterminante pour la suite. Et donc l'intérêt pour l'enfance et la légitimité de construire des raisonnements spécifiques à l'enfance va aussi venir de là, parce qu'on va se dire que si on n'est pas suffisamment attentif aux problèmes de l'enfance, on va risquer d'avoir des adultes qui, eux aussi, vont mal et plus mal que s'ils avaient été pris en charge de façon précoce. Donc voilà, cette idée générale de l'importance de la période de l'enfance, elle va s'affirmer alors que pendant longtemps, il n'en était pas question. Autour de ce grand élargissement dont a beaucoup parlé Maria Melchior tout à l'heure, ce passage un peu, pour le dire rapidement, de la psychiatrie à la santé mentale, c'est-à-dire pas s'intéresser seulement aux pathologies, mais s'intéresser à ce que peut être le bien-être en matière de santé mentale, on a ce souci qui va s'appliquer aussi de façon particulière aux enfants, en essayant de comprendre un peu les ressorts de la santé mentale positive pour les enfants également, et pas seulement pour les adultes, avec de nouveau l'idée que ça peut être spécifique, que ce n'est pas forcément les mêmes manières de décrire les choses qui vont être adaptées pour les enfants et pour les adultes.
On va donc élargir les registres de problèmes pris en compte. Là, tout à l'heure, je vous citais 2 grands domaines, mais on va s'intéresser à beaucoup plus de dimensions que ça petit à petit. Et au sein de ce grand ensemble en construction de la santé mentale, on va s'intéresser à des populations qu'on pense particulièrement vulnérables, et les enfants vont faire partie de ces cibles et de ces populations particulièrement vulnérables. Donc, ça a été dit aussi tout à l'heure, vous le savez, en pédopsychiatrie, dans la période récente, on met beaucoup l'accent là-dessus. On va dire que, notamment, depuis la crise sanitaire autour du Covid-19, depuis le confinement, autour des jeunes, alors la catégorie jeunes est assez large, hein, ce n'est pas forcément uniquement des enfants et des adolescents, ça peut être aussi des jeunes adultes, mais on pense qu'il y a, en matière de santé mentale, une fragilisation exacerbée autour de l'adolescence et de la jeunesse. Donc voilà, cet intérêt un peu social, politique, général, autour d'une population définie par l'âge, est devenue beaucoup plus importante. Alors on a énormément de conflits, de controverses, hein, là aussi il en a été question dans l'exposé de Maria Melchior. Les controverses les plus importantes dont elle a parlé, notamment entre psychanalyse et neurosciences, on va les retrouver de manière intense aussi sur les enfants. Alors vous avez peut-être en tête, il y a maintenant un certain nombre d'années, ce rapport de l'INSERM sur les troubles des conduites qui avait fait beaucoup réagir, qui avait engendré une pétition assez large, donc beaucoup de réactions, toujours en lien un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pense que l'enfance est un moment crucial, une période charnière, et que donc à la fois il faut agir de manière précoce, mais qu'en même temps, si on agit trop fortement de manière trop précoce, ça peut aussi être nocif. Donc voilà, il y a des controverses qui sont très intenses sur l'enfance. Et à cela s'ajoutent des controverses autour du développement de ce qu'on peut appeler le secteur du handicap. Donc en France, avec les lois jumelles de 1975, on a un nouveau champ des politiques sociales qui s'est structuré autour de la notion de handicap. Là encore, alors dès ces lois de 1975, on a différencié 2 grandes populations en termes d'âge, même finalement en fait 3, mais bon, dans le cadre du handicap, il y a une barrière administrative à 20 ans pour les plus jeunes d'un côté, donc étonnamment c'est 20 ans et pas 18 ans, et les adultes de l'autre côté. Et ces politiques, petit à petit, se sont différenciées des politiques sur le grand âge, avec une deuxième barrière d'âge à 60 ans. Donc voilà, ces politiques finalement dessinent un peu 3 grandes catégories d'âge. L'enfance au sens très large, l'âge adulte et puis les personnes âgées. Cette création du secteur du handicap a ajouté une dimension, notamment dans les controverses autour de la santé mentale, avec une partie d'abord très majoritaire des psychiatres qui ont vu plutôt d'un mauvais œil l'idée qu'on pouvait étiqueter comme durable, voire définitif, avec cette notion de handicap, des pathologies ou des conséquences de pathologies, et puis une minorité qui, au contraire, y a vu la possibilité que des droits sociaux soient créés pour des populations qui en avaient peu. Donc après les lois jumelles de 1975, on a 30 ans plus tard une nouvelle grande loi sur le handicap en France en 2005 qui va élargir la définition du handicap, déjà qui va donner une définition plus précise que ça n'avait été fait auparavant, et qui va envisager la possibilité d'un handicap qui serait lié, si on reprend les termes de la loi, à des altérations des fonctions psychiques. Donc ce qu'on a appelé de manière un peu plus rapide le handicap psychique. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça dans les faits, mais cette loi de 2005 a créé cet élargissement, et donc le handicap, cette façon de penser les choses va être importante aussi en matière de santé mentale à partir de ce moment-là. Donc je passe à ma deuxième partie sur
les façons de comprendre, de classer et l'importance des qualifications et des catégorisations dans ce domaine. Donc il y a énormément de classifications sur les troubles et problèmes de santé. Là encore, je ne vais pas détailler parce qu'il en a été précisément question dans l'exposé de Maria-Melchior. Donc on a la CIM, hein, cette classification centrale des maladies, qui s'inspire à ses débuts de la nomenclature des causes de décès, hein, en élargissant à l'ensemble des maladies, et puis qui va avoir aussi une déclinaison dans le champ du handicap, dont je vous parlais, avec la classification internationale des handicaps, dans un premier temps, qui va être ensuite remaniée en classification internationale du fonctionnement. Donc on a beaucoup de classifications différentes. Alors ces classifications, elles sont importantes notamment pour la recherche. Elles sont importantes aussi pour comprendre comment est-ce que évoluent les législations des différents pays. Donc là encore, c'est pas mécanique, c'est assez complexe, c'est-à-dire que pour ces grandes classifications, la plupart des pays y adhèrent, mais pour autant, les lois qui sont créées par chaque pays ne sont pas forcément en totale conformité avec ces classifications. Par exemple, la définition, encore une fois, du handicap en France, elle va être un peu décalée par rapport à la manière dont le handicap est pensé dans les classifications. Donc ces classifications sont importantes pour produire des catégories, des qualifications qui vont pouvoir être utilisées, mais elles ne sont pas les seules sources des manières de penser toutes ces questions-là. Donc des catégories, il y en a de toutes sortes. Il y a des catégories qu'on peut appeler médicales, alors notamment les diagnostics, mais il y a aussi d'autres formes de catégories médicales, mais il y en a bien d'autres. Donc il y a par exemple aussi des catégories administratives. Il y a si on veut prendre des indices administratifs, par exemple, on va avoir dans le champ du handicap la fixation de taux d'incapacité. On va avoir du côté de l'assurance maladie, là encore, d'autres taux qui sont fixés. Et cet ensemble de façons de qualifier ou de mesurer un degré de difficulté quel qu'il soit va créer un ensemble assez hétérogène. Il n'y a pas forcément, et en général, de cohérence parfaite entre ces différentes manières de penser les choses. Quand on regarde aussi sur un plan plus médical les termes qui vont être utilisés par l'administration, on va voir là encore des décalages relativement importants avec ce qu'on peut voir du côté des catégories médicales. En plus de ces catégories-là, médicales, administratives, alors il y a aussi des catégories statistiques qui peuvent être différentes. Vous avez tout l'ensemble de ce qu'on appelle communément en sciences sociales les catégories profanes, c'est-à-dire la manière dont des individus qui ne sont ni médecins ni professionnels de l'administration vont eux-mêmes décrire des symptômes qui les concernent ou qui concernent des membres de leur entourage. Donc là aussi, il y a une production de catégories. Alors bien sûr, ces catégories, elles peuvent s'inspirer de catégories médicales ou de catégories administratives. Elles peuvent en mélanger plusieurs, ou elles peuvent préférer des termes que finalement on ne retrouve pas dans ces autres domaines que sont le médical, l'administratif, etc. Donc vous allez le voir en sciences sociales, notamment dans les travaux que j'ai pu mener, on peut s'intéresser directement à ces catégories profanes, se demander d'où elles viennent, à quoi elles servent, pourquoi elles prennent telle forme ou telle autre. Alors, avant de vous donner quelques exemples là-dessus, pourquoi toutes ces catégories très diverses, très hétérogènes, très nombreuses, pourquoi est-ce qu'on classifie? Donc là encore, il y a plusieurs fonctions qui peuvent un peu se mélanger. On peut dire qu'il y a des classifications, des catégorisations qui vont servir directement à agir, notamment à soigner ou, dans le champ du handicap, par exemple, à réadapter. Donc, on est sur la question un peu du diagnostic qui va servir ensuite à proposer des prises en charge et traitements. Mais on peut aussi catégoriser plutôt pour orienter, encadrer ou faire valoir des droits, donc dans une logique plus administrative.
Dans un domaine directement financier, on peut aussi chercher à évaluer, compenser. Alors, je vous parlais des différents taux tout à l'heure. Ils vont être liés à des allocations, par exemple, ou des possibilités d'aide matérielle. Et enfin, on peut catégoriser, classifier pour essayer de comprendre et de maîtriser des comportements ou des symptômes qui sortent de la norme et qui posent question. Donc, voilà, on peut appeler ça, de manière générale, la question du sens du mal qu'on va pouvoir se poser pour soi-même ou pour autrui. Alors, ce qui est complexe, c'est que ces différentes raisons pour lesquelles on peut être amené à produire ou utiliser des catégories, elles peuvent se mêler les unes aux autres. Par exemple, très classiquement, quand vous faites des enquêtes sur quand les personnes vous racontent comment elles remplissent des dossiers pour l'administration, elles vont les remplir en pensant aux enjeux administratifs, mais en même temps, on ne peut pas ne pas se dire, si je dis ça dans le dossier administratif, c'est aussi, ça donne du sens aux problèmes auxquels je suis confronté, ou auxquels est confronté mon enfant ou mon parent, etc. Donc, ça se mêle. Et le fait que ce soit hétérogène et pas forcément convergent, c'est compliqué aussi pour les individus qui sont face à toutes ces catégories qui ont des sens différents et des raisons différentes et qu'il est compliqué d'articuler tout ensemble. Alors, encore quelques mots rapides là-dessus. En sciences sociales, il y a beaucoup de réflexions sur l'acte de classer, classifier, catégoriser, étiqueter. Donc, vous avez par exemple des théories très célèbres qui viennent de ce qu'on appelle l'école de Chicago, qui réfléchissent à ce processus d'étiquetage de manière beaucoup plus large que dans le seul domaine de la santé mentale. Et donc, vous avez une définition de la déviance par Howard Becker, célèbre, qui dit « Le déviant est celui à qui l'étiquette de déviant a été appliquée avec succès ». Donc, ça veut dire le déviant, ce n'est pas celui qui est bizarre, c'est celui dont on a dit « il est bizarre ». Et ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on lui applique cette étiquette et pourquoi ça a fonctionné, pourquoi est-ce la société, à un moment, a accepté qu'on pose telle étiquette sur telle personne. Donc, Howard Becker dit en gros, pour comprendre la déviance, il ne faut pas comprendre pourquoi il y a des personnes qui ont un comportement bizarre, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que la société produit des catégories, produit des normes, et en même temps qu'elle produit des normes, du coup, elle produit aussi des marges, des gens qui ne rentrent pas dans cette norme et qu'on va étiqueter, catégoriser, etc. Donc, vous avez différents auteurs ensuite qui ont travaillé un peu sur ces questions. Alors, ça va reprendre aussi une des questions qui avait été posée tout à l'heure. Il y a des auteurs qui vont insister sur la manière dont les catégories et les comportements sont en interaction. Donc, par exemple, une façon de réfléchir à ça, par Robert Merton, qui parle de prédiction créatrice ou autoréalisatrice, c'est-à-dire que le fait de créer une catégorie, parfois, va engendrer le comportement qui correspond à la catégorie. Alors, il va dire, il y a plein d'exemples dans lesquels qu'on peut trouver pour voir des applications de cette théorie, mais si on reste sur la déviance, le fait d'étiqueter quelqu'un comme déviant, par exemple délinquant, pour reprendre les travaux de Becker, ça peut finalement le pousser parce qu'on l'exclut des façons de vivre classiques vers une forme effectivement de déviance dans laquelle il va se retrouver en lien avec d'autres personnes qui sont dans la même situation, et ça peut engendrer de la délinquance ou une déviance qui n'était pas forcément si structurée au départ. Dans le champ plus spécifiquement de la santé et de la santé mentale, vous avez des travaux de Ian Hacking qui va parler d'effet de boucle, pour dire que là aussi, finalement, les catégories disponibles pour décrire les troubles, notamment en santé mentale, ont des effets sur la manière dont les gens expriment du mal-être. Là aussi, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que du mal-être en matière de santé mentale peut s'exprimer de plein de manières différentes, selon les périodes
de la société, on peut avoir différentes manières de les exprimer, et ce qu'on entend comme, je ne sais pas, par divers canaux sur des troubles vont potentiellement orienter des comportements. Donc Ian Hacking travaille pas mal là-dessus, notamment sur ce qu'il appelle les maladies mentales transitoires, des comportements qui ont été décrits par des psychiatres, mais qui se sont déroulés sur une brève période de temps, sur 10, 20, 30 ans, puis après qui ont disparu. Donc il essaye de comprendre pourquoi est-ce que ça apparaît, pourquoi est-ce que ça disparaît. Donc, voilà, je vous en redirai un mot tout à l'heure, mais il utilise notamment cette idée de l'effet de boucle autour de ces questions-là. Et puis enfin, ces catégorisations, elles ont des valeurs sociales différentes. Donc là, si on reprend les travaux classiques de Pierre Bourdieu sur les luttes de classement, classer, c'est aussi hiérarchiser, mettre sur une échelle. Alors, cette échelle, elle n'est pas toujours évidente, elle n'est pas toujours entièrement lisible, mais même dans le champ de la santé mentale, pour les individus, il y a des formes de catégorisation qui sont plus négatives que d'autres, certaines qui vont faire plus peur que d'autres. Et ça dépend aussi de la manière dont, à un moment donné, la société classe et valorise certains comportements ou au contraire, bien sûr, les dévalorise. Voilà, je vais sauter un petit peu ça parce que je ne veux pas être trop long, qu'on puisse avoir du temps aussi pour échanger. Alors, en partant de mes propres travaux et des enquêtes collectives que je vous ai présentées rapidement au début, autour de ces questions, avec une collègue, Aude Béliard, on a proposé une notion, la notion de théorie diagnostique, pour essayer de bien comprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, la manière dont des catégories profanes peuvent se développer. Donc l'idée, c'est que ces théories diagnostiques, ce sont des constructions intellectuelles qui sont produites par des personnes qui sont prises dans des problèmes de santé, soit pour elles-mêmes, soit pour un proche. Donc ça peut être des parents, par exemple, dans ce que j'ai étudié pour ma thèse, qui vont produire des théories diagnostiques par rapport aux difficultés de leur enfant. Et donc ces théories, ces constructions intellectuelles, elles visent conjointement à donner du sens et à faire face à ces problèmes. C'est-à-dire que des parents, pour un enfant, en même temps qu'ils essayent de comprendre ce qui ne va pas et quels sont les meilleurs mots pour le décrire, forcément, ils sont pris aussi dans plein d'enjeux. Est-ce qu'en le décrivant comme ça veut dire qu'il faudrait envisager autre chose que l'école ordinaire? Est-ce qu'il faut aller voir tel spécialiste ou tel autre spécialiste? Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il est indissociable d'essayer de comprendre les problèmes et de trouver un peu des solutions ou des manières de se comporter. Donc, en cela, c'est assez différent de ce qu'on appelle de manière commune parfois les représentations. Parce que tout le monde peut avoir des représentations sur la schizophrénie, les troubles bipolaires, l'autisme, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on est confronté directement à un problème auquel on veut donner du sens et qu'on cherche à décrire, parce qu'on est d'emblée aussi dans l'action, pris dans une recherche un peu de solutions, de la bonne prise en charge, etc. Donc ça plaide d'une certaine façon aussi pour dépasser cette opposition aussi qui est très classique en sciences sociales entre les savants et les profanes. Ceux qui savent, ceux qui ont les outils pour bien décrire les choses, et ceux qui ne savent pas. Parce que finalement, ces personnes qui sont confrontées pour elles-mêmes ou pour un proche à des problèmes de santé, elles ne sont ni savantes ni profanes. C'est, dans la plupart des cas, pas des professionnels de santé qui ont étudié ça de manière scientifique ou en tout cas professionnelle, mais c'est compliqué de les rabattre sur ce qu'on appelle de manière générale les profanes, parce qu'ils ont une connaissance par expérience, une connaissance intime de ces questions-là. Ils ont parfois aussi fait beaucoup de recherches eux-mêmes, et donc ce n'est pas du tout le même positionnement que quelqu'un qui pourrait, comme je le disais juste avant, avoir des représentations sans connaître de près le problème en question. Donc on essaye voilà, c'est un outil, les théories diagnostiques, c'est un concept pour essayer de comprendre comment se forment un peu ces différentes théories.
en essayant de montrer que ça va être lié à la fois aux connaissances antérieures que les personnes peuvent avoir, donc ça va dépendre de leur milieu social, des expériences qu'ils ont pu avoir avant, mais ça dépend aussi de ce dans quoi ils sont pris au présent et ce qu'ils anticipent pour l'avenir. Encore une fois, quelle va être la meilleure prise en charge pour un enfant, etc. Alors, je vous donne deux exemples rapidement pour que ce soit plus concret. Donc, des exemples de monographies de famille que j'avais développées au moment de ma thèse. Donc, l'exemple de Camille Briol, une jeune fille qui est malvoyante, qui a un retard psychomoteur, mais qui a fait l'objet de peu de diagnostics et de diagnostics incertains, contradictoires, etc. Elle a des difficultés d'élocution, des difficultés intellectuelles. Elle grandit dans une famille aisée, elle est l'avant-dernière d'une fratrie de 4. On m'a proposé de faire plusieurs entretiens un peu les uns après les autres lors d'une réunion de famille. La famille était assez investie dans l'enquête. Et ce qu'on me raconte notamment, je vous montre l'arbre de famille. Oups. Voilà, donc là, on a Camille, là, dont je vous parle, donc dans une fratrie de 4. Notamment, alors, les différents membres de la famille que je rencontre, mais notamment sa mère, me parlent assez rapidement d'un conflit avec l'un de ses frères, Marc, avec qui elle s'est brouillée autour des problèmes de Camille. Alors, pourquoi ? Parce que la manière de définir les troubles de Camille, du fait de l'incertitude médicale, ça renforce ça, ça a donné lieu à des théories diagnostiques assez différentes les unes des autres. Donc les parents de Camille, assez vite, n'ont pas adhéré aux premières manières dont les médecins décrivaient ces troubles. Les médecins pensaient qu'il y avait un retard assez général et que, en conséquence, il faudrait l'orienter dans un institut spécialisé, et donc pas du tout dans l'école ordinaire. Ses parents n'étaient pas d'accord avec cette orientation, et du coup, pas d'accord aussi avec la manière de définir ces troubles. Eux, ils ont cherché différentes manières de comprendre, et à un moment donné, ils sont tombés sur une orthophoniste qui leur proposait une méthode de rééducation liée à ce qu'elle appelait une catégorie assez peu répandue, mais qu'elle avait développée et que d'autres professionnels avaient adopté également, qu'elle appelait les troubles de type aphasique. Elle disait, voilà, pour certains enfants, c'est comme s'il y avait eu un accident au niveau du cerveau, mais il n'y en a pas eu, ou en tout cas on n'en voit pas les traces, mais finalement les modes de rééducation qu'on applique à des personnes qui ont eu un accident de voiture marchent bien avec ces enfants-là. Et donc elle disait, ce dont a besoin votre fille, c'est plutôt une scolarité renforcée, mais une scolarité classique. Donc les parents, en s'appuyant là-dessus, parce qu'ils trouvaient que ça correspondait bien à ce qu'eux ils observaient, ils ont trouvé une petite école privée qui coûtait cher, qui était loin de chez eux, mais qui proposait ce genre de prise en charge. Et donc ils ont adhéré à la fois à cette manière de décrire les problèmes de Camille et à la prise en charge qui allait avec. Ça a mobilisé pas mal de ressources dans la famille, de temps, d'énergie, parce qu'il fallait conduire Camille assez loin tous les matins, donc les grands-parents ont été mobilisés par exemple. D'où la brouille avec un des frères de la mère qui a dit moi aussi j'ai des enfants, moi aussi ils aimeraient bien voir leurs grands-parents, et cette manière en fait de faire le forcing pour que Camille ait un maximum de scolarité, ça ne rime à rien, en fait c'est pas de ça qu'elle a besoin, elle serait beaucoup mieux dans un institut spécialisé, etc. Donc vous voyez un peu cette opposition de théorie diagnostique, on ne peut pas non plus la réduire à une espèce de jalousie en disant l'oncle, il voudrait juste qu'on s'occupe de ses enfants. Il y a derrière aussi toute une façon un peu de penser les troubles de différentes manières, donc vont se lier des représentations, des différentes formes de proximité ou d'éloignement avec certaines branches de la médecine, et aussi des enjeux familiaux, des enjeux de prise en charge, et tout ça peut aboutir à ce genre de situation.
Je passe un peu pour ne pas être trop long. Je ne vous montre pas le deuxième exemple, mais qui revenait un petit peu sur les mêmes choses. Troisième et dernière partie, pour comprendre un peu de manière plus générale toutes ces catégorisations, ces classifications, on a proposé de nouveau avec Aude Béliard une tripartition un peu des approches. La production sociale des troubles, la construction sociale des troubles et les usages sociaux des troubles. Et comme vous allez le voir, l'idée c'est que combiner ces différentes approches qui existent en sciences sociales pour comprendre les troubles en santé mentale peut être, nous semble en tout cas, intéressant et pertinent. Alors il y a première grande façon de prendre les choses, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de travaux en sciences sociales, la production sociale des troubles. C'est-à-dire que vous allez avoir des recherches, des théories pour montrer que les problèmes liés à la santé mentale sont produits de manière matérielle et symbolique par des processus sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, alors je vous donne un petit exemple, les travaux d'Alain Ehrenberg sur la dépression, qui va dire dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va diagnostiquer beaucoup plus de dépression qu'avant. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que, effectivement, il y a plus de gens qui ont des symptômes de la dépression, ou est-ce que c'est les professionnels de santé qui ont élargi, par exemple, la définition de la dépression? Et Ehrenberg va dire il y a beaucoup d'auteurs en sciences sociales qui plaident plutôt pour la deuxième solution, qui vont dire oui, c'est juste qu'on ne définit plus les choses de la même manière, on a changé un peu de lunettes, on regarde les choses différemment, on a d'autres grilles de lecture, et donc on se met à diagnostiquer beaucoup plus de dépression. Et Alain Ehrenberg, lui, en travaillant sur différentes données, va dire c'est insuffisant comme réponse finalement, il y a quand même des transformations, quelle que soit un peu la manière dont on mesure les choses, on peut mesurer une augmentation des symptômes dépressifs. Et donc ça peut aussi être expliqué par les sciences sociales. Alors comment il le fait? Je vous le dis en deux mots, je simplifie un peu à outrance, mais il va dire notamment, si on regarde un peu les grandes évolutions sociales, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle? Il y a un changement un peu des normes fondamentales dans les sociétés occidentales contemporaines, et notamment par rapport à ce qui se passe jusqu'à la première moitié du XXe siècle, où dans beaucoup de domaines, mais je vais prendre l'exemple de la famille, on va beaucoup insister sur l'importance de l'obéissance au chef de famille. On va voir se développer dans la deuxième moitié du XXe siècle plutôt la valeur de l'autonomie. C'est-à-dire, encore une fois, si je prends l'exemple de l'éducation des enfants, l'important, ça va moins être qu'ils obéissent à tout prix, mais plutôt qu'ils deviennent autonomes et qu'ils trouvent un peu eux-mêmes leur voie et qu'ils parviennent à s'épanouir. C'est un exemple très rapide, mais il va montrer que cette norme d'autonomie, dans plein de domaines, elle devient prépondérante, elle devient très importante. Et il va dire, en détaillant beaucoup plus que ce que je fais là, dans une société où c'est cette valeur d'autonomie qui est devenue très importante, très dominante, le mal-être va plus s'exprimer de la même manière. Dans une société où on demande aux gens d'être autonomes, devenez vous-même, réalisez-vous, etc., le mal-être peut plus facilement s'exprimer en termes de sentiments de ne pas être à la hauteur, de se sentir vide, de ne pas... d'avoir raté une partie de sa vie et d'en être la cause soi-même de manière individuelle. Je caricature, je résume, et vous pourrez regarder sa démonstration qui est plus fine que ça. Donc il y a une idée que les processus sociaux eux-mêmes peuvent être à l'origine de, en tout cas, certaines formes d'expression du mal-être, comme par exemple la dépression. Alors cette façon de décrire les choses n'invalide pas d'autres approches plus classiques, là dont j'ai parlé aussi, qu'on va regrouper dans les approches de construction sociale des troubles, où on va dire qu'effectivement, les manières de penser les choses, les grilles de lecture, évoluent aussi en fonction de processus sociaux, d'enjeux sociaux. Donc effectivement, les catégories de saisie des troubles, elles évoluent beaucoup. Alors on l'a vu, sur une période historique très longue,
les classifications des problèmes de santé mentale ont énormément évolué. Elles évoluent à un rythme très rapide là, sur les dernières décennies. Donc bien sûr, ces évolutions des grilles de lecture, elles sont très importantes. En sciences sociales, on peut, et c'est fait très souvent, renvoyer ça à différents rapports de force, notamment des rapports de force entre approches professionnelles. On peut essayer de comprendre pourquoi est-ce que la psychanalyse a été très forte pendant très longtemps et pourquoi les neurosciences deviennent prédominantes dans les années récentes. Qu'est-ce qui fait ce basculement? Sur quoi ça s'appuie? Sur quel réseau ça s'appuie? Etc. Troisième ensemble d'approches, des approches qui vont insister sur les usages sociaux des troubles, c'est-à-dire, ok, il y a des catégories qui existent pour décrire les troubles à un moment donné, qui sont liés à différents processus sociaux là, dont j'ai parlé rapidement, mais ce qu'il faut regarder, c'est aussi pourquoi est-ce que les gens qui sont concernés par ces problèmes de santé vont adhérer ou non à ces catégories. On revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les théories diagnostiques. Pourquoi est-ce qu'on va aller voir plutôt tel type de spécialiste plutôt que tel autre? Pourquoi est-ce qu'on va faire plus confiance à une certaine manière de décrire les choses qu'à telle autre manière de les décrire? Donc pour rendre ça un petit peu plus concret, je termine avec un exemple tiré de l'enquête collective sur les enfants dits agités, pour essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut essayer d'articuler un peu ces différentes approches. Donc, c'était une recherche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les enfants agités, où on s'intéressait énormément à ces formes de qualification. Qu'est-ce que les professionnels utilisaient comme mots, comme diagnostic, et puis qu'est-ce que les familles, elles, retenaient, vers qui elles s'orientaient, pourquoi est-ce que ça faisait beaucoup d'hétérogénéité, notamment dans les configurations. Donc là encore, pour aller très très vite, mais vous pourrez aller regarder des publications plus précises si ça vous intéresse, l'un des résultats, c'est que en fonction des milieux sociaux et en essayant d'être un peu fin dans la description de ces milieux, on avait des configurations très différentes. Par exemple, parce qu'il y a un diagnostic assez clivant autour de ces questions-là, c'est le diagnostic de TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a des gens qui y sont très favorables, des gens qui sont très défavorables, des gens qui sont hésitants par rapport à ça, que ce soit du côté des professionnels ou des familles. On remarque assez rapidement que selon les milieux sociaux, il y a une tendance plus ou moins forte à être réticent ou au contraire favorable à ce diagnostic. Mais finalement, au-delà de ce diagnostic, il y a plein de manières de se positionner par rapport à la description de ces problèmes d'agitation de comportement. Donc, par exemple, dans les milieux plutôt favorisés, on va avoir des gens qui vont adhérer à un diagnostic de TDAH ou à d'autres diagnostics autour de ces questions. Ça va être plutôt dans des milieux avec une forte composante en capital économique. Et dans d'autres milieux, pareil, je vais vite, mais avec davantage de capital culturel, on va être plus souvent réticent par rapport à ces diagnostics et on va rechercher d'autres manières d'expliquer les choses et des alternatives aussi dans les formes de prise en charge des enfants, éviter le médicament, etc. C'est bien sûr pas mécanique du tout ça. Dans les milieux moins favorisés, on va aussi avoir des positionnements très différents. Entre, par exemple, des classes populaires plutôt ascendantes socialement qui vont insister sur le fait qu'il faut faire valoir les droits de l'enfant, que ce n'est pas normal qu'à l'école, il soit toujours exclu, critiqué, qu'on dise que c'est de sa faute, que c'est lui qui perturbe, alors que finalement, si on comprend mieux ses troubles, eh ben, on peut en comprendre les raisons, on peut changer les manières de se comporter avec lui, d'enseigner notamment. Il y a beaucoup de critiques par rapport aux enseignants, et qui pourraient arranger les choses. Quand dans d'autres milieux, souvent avec moins de ressources, des milieux plus instables, on va surtout essayer de calmer l'école qui appelle souvent, met beaucoup de mots dans les carnets, qui critique beaucoup les enfants. On va essayer de se protéger de ça le plus possible. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu le cadre de la recherche.
Donc comment est-ce qu'on peut utiliser pour comprendre ces questions-là les différentes approches dont je vous ai parlé tout à l'heure? Je terminerai là-dessus. Donc, autour de ces troubles, vous l'avez compris, hein, il y a plein de diagnostics et de qualifications possibles. En termes si on adopte un peu des approches en termes de production sociale des troubles, on peut reprendre un peu ce que je vous disais tout à l'heure, à partir notamment des travaux d'Alain Ehrenberg. Il y a d'autres travaux aussi qui peuvent être mobilisés, pour montrer que la montée en puissance dans la deuxième moitié du XXe siècle de la norme, de la valeur d'autonomie, mais aussi de l'injonction au contrôle de soi. Alors, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui ont montré ça. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Norbert Elias, hein, dans des sociétés de plus en plus d'autocontrôle, où on demande aux individus de se contrôler eux-mêmes, et aussi une injonction à savoir avoir une maîtrise relationnelle, hein, qui va être une qualité sociale qui est plus valorisée qu'auparavant. Voilà. Dans ces sociétés-là, eh ben, en insistant sur ces aspects-là, on crée des marges qui vont être dans un contrôle de soi-même insuffisant, dans des difficultés relationnelles, dans des difficultés à rester concentré, maître de soi. Et donc, voilà, il y a des travaux qui vont montrer que cette impression qu'il y a de plus en plus de troubles du comportement, d'enfants agités, ça peut être relié en partie à des processus sociaux. Alors, il y a aussi beaucoup de travaux qui vont relier cette agitation à toute la question des écrans, qui est devenue quelque chose de très important, de très discuté. Donc, voilà, on peut essayer de pointer des processus sociaux qui seraient à l'origine de formes de transformation du comportement des enfants. Mais on peut aussi, bien sûr, du côté de la construction sociale des troubles, voir que cette impression que les troubles du comportement ont explosé, c'est aussi lié à des manières de faire attention à ces questions-là qui sont plus fortes qu'auparavant. Alors, c'est un petit peu lié à ce que je disais juste avant. Les professionnels, eux aussi, ils vont être plus sensibles aux enfants qui n'ont pas une parfaite maîtrise d'eux-mêmes, qui ne sont pas suffisamment concentrés, qui ne sont pas suffisamment performants à l'école, etc. Alors l'essor, encore une fois, des neurosciences, l'intérêt renouvelé pour le fonctionnement du cerveau, tout ça, ça va créer des nouvelles manières de penser, des nouveaux tests, des nouvelles échelles qui vont pouvoir mettre en évidence des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Donc ça va contribuer aussi à cette impression qu'il y a beaucoup plus de troubles du comportement qu'avant. Et enfin, du côté des usages sociaux des troubles, on peut prendre en compte aussi le fait que dans les familles, autour des enjeux scolaires, il y a eu des transformations et qu'il y a, notamment dans les milieux favorisés, une grande importance à la fois de la réussite scolaire et du fait d'éviter des stigmates qui vont être liés aux mauvais élèves. Voilà, aux mauvais élèves indisciplinés, qui ne suivent pas bien, qui perturbent l'ordre scolaire. On va voir dans les enquêtes, dans pas mal de milieux favorisés, que face à un enfant qui n'est pas dans les normes de comportement à l'école, le passage par des qualifications, notamment de santé, va pouvoir être un moyen de légitimer les choses, d'essayer de les apaiser et d'inscrire finalement l'enfant dans autre chose qu'une déviance entièrement négative. Donc là aussi, la manière dont les familles se positionnent par rapport aux qualifications disponibles va jouer pour comprendre globalement pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de diagnostics autour de ces questions d'agitation de comportement qu'auparavant. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, en conclusion, très rapidement, on a vu que ces questions, ces liens entre enfance et santé mentale étaient devenus une question préoccupante pour les sciences sociales dans une période assez récente, que les catégories étaient très nombreuses et très hétérogènes, et que pour essayer de comprendre un peu la manière dont elles se sont développées et dont elles sont mobilisées et utilisées, on peut essayer de combiner ces trois approches dont je vous ai parlé en termes de production sociale des troubles, construction sociale des troubles et usages sociaux, que la plupart du temps les auteurs s'inscrivent dans une approche parfois en critiquant les autres, et que nous,
on a plutôt l'idée qu'il y a vraiment, il est possible de les articuler pour voilà, mieux comprendre de façon globale ce genre de phénomène. Merci beaucoup.